Le vendredi 23 janvier 2026, à 17 heures précises, la Côte d'Ivoire a retenu son souffle. Ce qui ne devait être qu'une simple annonce technique, la lecture de la liste du gouvernement Mambé II, s'est transformée en un véritable coup de tonnerre politique. Derrière la voix calme de Masséré Touré-Koné, la secrétaire générale de la présidence, se cachait une réécriture totale de l'exercice du pouvoir. Un poste qui n'avait jamais existé. Un frère propulsé au sommet. Des piliers historiques du régime brutalement effacés de la carte. Ce n'est pas un simple remaniement, c'est une opération chirurgicale. Pourquoi Alassane Ouattara a-t-il décidé de tout changer maintenant ? Est-ce le signe d'une stabilité retrouvée ou au contraire l'aveu d'une succession que l'on veut verrouiller à double tour ? Aujourd'hui, nous plongeons dans les dossiers secrets du décret 2026-08 pour comprendre comment la République vient de basculer dans une ère nouvelle. L'élément qui fait couler le plus d'encre, c'est la création de ce poste inédit, vice-premier ministre. Et l'homme choisi pour l'occuper n'est autre que Téné Birahima Ouattara. Le frère cadet du chef de l'État, déjà surnommé photocopie pour sa ressemblance frappante avec le président, sort de l'ombre du ministère de la Défense pour devenir officiellement le numéro 2 de l'exécutif. Mais pourquoi créer ce poste maintenant ? Officiellement, il s'agit de soulager le Premier ministre Robert Begré-Mambé, mais officieusement, le message est limpide. En plaçant son frère directement à la primature, Alassane Ouattara installe un œil et une main au cœur même de la gestion gouvernementale. C'est une assurance vie politique. Téné Birahima n'est plus seulement le gardien du temple sécuritaire, il devient l'architecte du quotidien des Ivoiriens. Pour beaucoup d'observateurs, ce poste est un laboratoire, celui qui doit tester la capacité du frère du président à diriger le pays si le destin s'accélérait. Mais pour faire de la place au sommet, il a fallu écarter des géants. Et c'est là que le remaniement devient brutal. Kobenan Kwasi Adjoumani, le poids lourd de l'Est, présent au gouvernement depuis 2 décennies, ne figure plus sur la liste. Pour le RHDP, c'est un choc systémique. Adjoumani n'était pas qu'un ministre, c'était le porte-voix, le bouclier médiatique du parti. Plus surprenant encore, la chute confirmée d'Adama Bictogo. L'ancien président de l'Assemblée nationale, dont les déboires fiscaux ont alimenté les gazettes tout le mois de janvier, voit ses derniers soutiens au sein de l'appareil d'État s'évaporer. En écartant ses barons, Alassane Ouattara réalise un coup de maître. Il réduit les pôles de pouvoir alternatifs. Désormais, il n'y a plus de dauphin naturel ou de baron intouchable qui pourrait contester la ligne officielle. Le cercle du pouvoir s'est rétréci, se concentrant autour d'un noyau dur, familial et ultra fidèle. Le gouvernement Mambé II est-il fait pour durer ? Les experts les plus proches du palais murmurent une hypothèse audacieuse. Ce gouvernement ne serait qu'une transition technique d'une durée de 8 à 18 mois. L'objectif ? Permettre à Robert Begré-Mambé de finaliser les grands chantiers infrastructurels tout en laissant à Téné Birahima Ouattara le temps de s'imprégner des dossiers économiques et sociaux. Le plan secret serait simple. Une fois la transition stabilisée, le vice-premier ministre pourrait glisser naturellement vers le poste de premier ministre de plein exercice, devenant ainsi l'héritier incontestable pour les prochaines échéances présidentielles. C'est une manœuvre de haute précision qui vise à assurer la stabilité du régime tout en préparant activement le futur sommet de l'État. Mais cette architecture peut-elle résister à la réalité politique et aux ambitions qui commencent à s'aiguiser dans l'ombre du RHDP ? Au-delà des noms, ces remaniements posent une question fondamentale sur l'évolution de la démocratie ivoirienne. En concentrant les pouvoirs dans les mains de sa famille et de ses plus proches fidèles, Alassane Ouattara prend un pari risqué. D'un côté, il garantit une efficacité redoutable et une loyauté totale, évitant les trahisons qui ont marqué l'histoire politique du pays. De l'autre, il alimente les critiques sur une familiarisation de l'État. Transformer la République dans un cercle fermé peut s'avérer efficace à court terme, mais cela crée des frustrations immenses chez les cadres du parti, qui se voient barrer la route du sommet. L'unité du RHDP sera-t-elle la victime collatérale de ce verrouillage ? C'est le grand point d'interrogation de cette année 2026. Le décret 2026-08 n'est pas un bout de papier, c'est la nouvelle carte du pouvoir en Côte d'Ivoire. Entre promotion familiale historique et chute de barons autrefois intouchables, le paysage politique vient de changer de visage.
Mais la question reste entière. Cette architecture sera-t-elle suffisante pour maintenir l'unité face aux défis qui attendent le pays ? Et vous, que pensez-vous de cette nomination de Téné Birahima Ouattara comme vice-premier ministre ? Est-ce une garantie de stabilité ou un risque pour la démocratie ? Donnez-moi votre avis en commentaire. Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Si ce décryptage exclusif vous a aidé à comprendre les dessous du pouvoir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. Maintenant, passons au décryptage de nos deux experts. Comme d'habitude, nous savons que vous adorez leurs analyses. Vendredi 23 janvier 2026. Un décret tombe à Abidjan, le numéro 2026-08. Et à première vue, on pourrait se dire, bon, un remaniement, rien de nouveau sous le soleil ivoirien. Exactement. Le Premier ministre est reconduit, on change quelques ministres, du classique quoi. Sauf que, si on gratte un peu le vernis, ce n'est pas du tout un simple ajustement. Non, c'est bien plus que ça. Pour y voir clair, on s'est donc plongé dans une analyse très fine qui décrypte justement les non-dits, les stratégies cachées derrière chaque nomination et aussi chaque départ. Notre objectif, c'est de comprendre ce que ce nouveau gouvernement, le Mambé 2, nous révèle des intentions d'Alassane Ouattara. Et surtout, de la question qui est sur toutes les lèvres. La succession. La succession, évidemment. Il faut tout de suite mettre de côté l'idée d'un ajustement technique. On ne crée pas un poste qui n'a jamais existé dans l'histoire du pays, tout en écartant des figures historiques, juste pour l'efficacité administrative. Non, on est d'accord. On est dans une manœuvre politique de très grande envergure. Chaque mouvement est une pièce sur l'échiquier. Et la partie qui se joue, c'est celle de l'après-2026. Alors, allons-y, décortiquons ça. Le point qui a fait l'effet d'une onde de choc, c'est cette nomination, cette innovation. Institutionnelle, on peut le dire. Oui, celle de Téné Birahima Ouattara, le frère cadet du président, qui devient vice-premier ministre. Ce poste, concrètement, il sort d'où ? Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas ? Jamais, c'est une création pure, du sur-mesure. Dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, de l'indépendance à aujourd'hui, on n'a jamais vu ça. C'est un précédent absolu. Et il ne s'agit pas d'un simple titre honorifique. Ah non, loin de là. Pour bien montrer l'importance de la chose, il conserve en même temps son portefeuille. Et pas n'importe lequel, celui ultra stratégique de ministre de la Défense. C'est un cumul de pouvoirs énorme. Considérable, oui. Bon, mais j'imagine qu'il y a une justification officielle. On ne peut pas juste dire « je crée un poste pour mon frère ». Quelle est la version, disons, grand public ? Alors, la façade, c'est l'efficacité. L'argument qui circule, c'est que ce poste est là pour aider le Premier ministre, Robert Begré-Mambé, pour mieux coordonner l'action gouvernementale, pour huiler les rouages. Un super coordinateur, en quelque sorte. C'est ça, la lecture technique, celle qui est présentable. Et j'imagine qu'à Abidjan, dans les cercles politiques, personne n'a vraiment marché sur G. Bah non, évidemment. La lecture politique, elle, est beaucoup plus évidente, et elle se décline en plusieurs points. Lesquels ? Le premier, et c'est celui que tout le monde partage, c'est que ce poste, c'est une sorte de stage à la primature. Un stage ? Oui, on donne à Téné Birahima Ouattara une occasion en or d'apprendre sur le tas le fonctionnement de l'exécutif, de maîtriser les grands dossiers, bref, de se présidentialiser. On polit le CV, en somme. C'est l'idée, tout à fait. Ensuite, ce titre, il lui donne un droit de regard formel, légitime, sur l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Ce qui officialise un rôle qu'il avait déjà un peu en coulisses, non ? Exactement. Lui, qui était déjà vu comme le gendarme du régime, le verrou, voit son influence officialisée. Il n'est plus seulement le frère influent, il devient le numéro 3 officiel du gouvernement. D'accord. Et enfin, il y a le message politique sous-jacent, qui est limpide. Le cercle de confiance ultime du président se resserre, et il se resserre autour de la famille. Mais alors, pour le Premier ministre en titre, Robert Begré-Mambé, ça veut dire quoi ? Il se retrouve avec un vice qui est aussi ministre de la Défense et frère du président. Quel est son espace de pouvoir réel ? C'est la question cruciale. Cette nomination, de fait, elle éclipse considérablement la figure du Premier ministre. Mambé devient une sorte de chef d'orchestre, mais le premier violon a une ligne directe avec le compositeur. Je vois. Son autorité est structurellement encadrée, pour ne pas dire limitée. Il est là pour gérer le quotidien, mais la grande ligne politique, et surtout sécuritaire, est plus que jamais verrouillée par le duo présidentiel. D'accord, donc on a la pièce maîtresse qui est positionnée au centre du jeu, mais pour préparer une succession, il faut aussi une cour solide, des fidèles.
Et là, en regardant le reste du gouvernement, on a l'impression que la stratégie est aussi de consolider ce noyau dur. Oui, c'est l'autre jambe de ce remaniement. Pas de révolution, mais plutôt une consolidation des piliers du régime. C'est un message clair. La rupture, ce n'est pas pour les loyaux. Au contraire, on les récompense, on les renforce. On voit d'ailleurs que les postes régaliens, les plus sensibles, ne bougent presque pas. Je pense à la justice avec Jean Sanson-Cambillet. Qui reste en place. Et l'intérieur avec le général Ouagondo Diomandé, et bien sûr l'économie et les finances avec Adama Coulibaly. C'est un gage de stabilité, non? Tout à fait. Pour les secteurs régaliens, c'est on ne change pas une équipe qui tient la barre. La stabilité économique et sécuritaire, c'est la vitrine du pouvoir. Donc on garde les mêmes pilotes. Mais là où ça devient intéressant, c'est sur les promotions. Ah oui, Et la plus spectaculaire, c'est sans doute celle de Nial Kaba. qui passe du plan et du développement aux affaires étrangères et qui devient en plus ministre d'État. C'est un sacré bond en avant. C'est un changement de dimension totale. Passer du plan, qui est un ministère très technique, à la tête de la diplomatie ivoirienne, c'est la propulser sur la scène internationale. On en fait une figure de pro du régime à l'étranger. C'est une récompense pour sa loyauté, oui, et son efficacité. Mais c'est aussi un placement stratégique. On montre qu'on a des cadres de haut niveau, au-delà du premier cercle. Et puis, ça renforce la présence des femmes à des postes clés, avec Anne Désirée Ouloto, qui est maintenue ministre d'État. En termes d'image, ce n'est pas anodin. D'accord, donc on a un noyau dur qui est reconduit, récompensé. Mais pour faire de la place et pour envoyer des messages forts, il a bien fallu que des têtes tombent. Et là, pour le coup, il y a eu de vraies surprises. Un véritable tremblement de terre, même. On peut le dire. Le départ le plus symbolique, le plus commenté, c'est celui de Kwasi Adjoumani, ministre d'État à l'Agriculture. Il faut bien se rendre compte de qui il est. Un baron, comme on dit. C'est ça. Un homme qui était au gouvernement depuis presque 20 ans. Il a été le défenseur le plus acharné du régime dans les moments les plus durs. Le voir quitter le gouvernement, pour beaucoup, c'est la fin d'une époque. Et sa réaction a été très mesurée d'ailleurs. Il a juste exprimé sa profonde reconnaissance, sans une once d'amertume apparente. C'est la marque d'un vieux routier de la politique. Il sait qu'un départ du gouvernement, ce n'est pas une mort politique. D'autant qu'il garde des postes importants. Exactement. Il reste porte-parole principal du RHDP, le parti au pouvoir. Il est député. Il n'est pas mis au rebut. Mais le signal envoyé est extrêmement fort. Personne n'est intouchable. Si même Adjoumani peut sortir, alors tout le monde est sur un siège éjectable. Mais alors, il y a l'autre cas. Celui qui alimente encore plus de fantasmes, de spéculations. Adama Bictogo. Adama Bictogo, là, on est plus dans le simple départ. On a l'impression d'une mise à l'écart en bonne et due forme. C'est une double peine pour lui. Oui, il n'est pas au gouvernement et il a dû quitter la présidence de l'Assemblée nationale. C'est une véritable traversée du désert qui commence pour lui. Et contrairement à Adjoumani, son absence semble liée à des dossiers, disons, plus concrets et problématiques. Ce n'est pas qu'un simple choix politique. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? L'analyse qu'on a consultée parle de problèmes avec ses entreprises. C'est ce que plusieurs faisceaux d'indices suggèrent, oui. Il y aurait d'abord une surveillance fiscale de plus en plus pressante sur ces sociétés, notamment STL et Snedaï. D'accord. L'analyse mentionne un long contrôle fiscal fin 2025 chez STL. Un contrôle qui aurait révélé des, je cite, anomalies comptables. Et il y a plus grave, semble-t-il. Oui. On parle d'un scandale non résolu autour de fonds publics qui se seraient volatilisés au sein de Snedaï. Une affaire qui remonterait à plusieurs années, mais qui referait surface au mauvais moment pour lui. Et ce n'est pas tout. Non. La source évoque aussi des rapports sur de possibles réseaux de trafic de passeports ivoiriens vers le Moyen-Orient. Une affaire qui aurait particulièrement irrité au plus haut sommet de l'État et qui pourrait impliquer les services de Snedaï. Qui produit les passeports, justement. Qui a la concession pour la production des passeports. Voilà. L'accumulation de ces dossiers aurait rendu sa position intenable. Malgré sa popularité à Yopougon, son absence du gouvernement sonne comme une sanction politique très très claire. C'est une chute spectaculaire. Il y a quelques mois encore, il était perçu comme un des hommes les plus puissants du pays, un présidentiable potentiel. Absolument. C'est un peu le capitaine et le meilleur buteur de l'équipe qu'on met subitement sur le banc juste avant la finale, et pour des raisons extra-sportives. L'image est parlante. Ça en dit très long sur la discipline que le coach veut imposer au reste du vestiaire. Le message, c'est que ni la popularité, ni les services rendus, ni même l'ambition ne protègent si on est perçu comme une source de problème ou comme une menace potentielle. Alors si on met tout ça bout à bout,
Le frère promu et mis en orbite, les barons historiques comme Adjumani écartés, les rivaux potentiels comme Bitogo neutralisés et les fidèles récompensés. L'image qui se dessine est d'une clarté redoutable, non? Elle est limpide. On parle dans l'analyse d'une armada successorale qui se met en place. C'est exactement le terme. La manœuvre politique globale, elle est simple et elle poursuit deux objectifs en même temps. Le premier, c'est de positionner le pion central. Voilà. Donner à Téné Birama Ouattara l'expérience, la légitimité et la visibilité pour être une option crédible le moment venu. On le sort de l'ombre des dossiers de défense pour le mettre dans la lumière de la gestion gouvernementale. D'accord, l'objectif numéro 1, le former, le rendre présidentiable. Mais en faisant ça, le président Ouattara prend un risque, celui de froisser d'autres ambitions au sein de son propre camp. Bien sûr, et c'est là qu'intervient le deuxième objectif, verrouiller le système et neutraliser ses ambitions avant même qu'elles ne puissent vraiment s'exprimer. En écartant des figures comme Bictogo ou Adjumani? Exactement. En écartant des figures puissantes, avec leur propre base, leur propre réseau, le chef de l'État réduit les pôles de pouvoir alternatifs au sein même du RHDP. Il s'assure qu'aucune contestation interne ne viendra perturber son plan. C'est une reprise en main totale. Mais cette stratégie de la forteresse familiale, c'est quand même un pari risqué politiquement. Ça doit alimenter les critiques sur une dérive. Népotiste. Oui, sur une familiarisation de l'État, comme le dit la source. Bien sûr, c'est la critique principale qui est formulée. L'idée que la République se transforme en une sorte de patrimoine géré par un cercle très, très fermé. Mais du point de vue du pouvoir, c'est peut-être vu comme le seul moyen de garantir une loyauté absolue. Et d'éviter les trahisons? Voilà. C'est un pari dur. Celui de la confiance familiale contre le risque de l'ambition politique des autres. Et si on suit cette logique, ce gouvernement Mambé 2 n'est qu'une étape. L'analyse qu'on a va même jusqu'à prédire sa durée de vie. Oui, et la projection est finalement assez logique. Ce gouvernement est vu comme une construction transitoire. Sa durée de vie est estimée entre, disons, 8 et 18 mois. Le temps nécessaire pour que Téné Birama Ouattara fasse ses preuves en tant que vice-premier ministre. L'étape suivante, l'acte 2 du plan, ce serait alors sa nomination comme Premier ministre de plein exercice, avec tous les pouvoirs qui vont avec. Donc ce remaniement n'est qu'une marche d'escalier. Et on devine déjà la suivante. En résumé, ce qui pouvait ressembler à un simple ajustement ministériel est en fait une partie d'échec de haut vol. Le président Ouattara a complètement redessiné la carte du pouvoir. Il avance son pion le plus précieux tout en sacrifiant quelques tours et quelques fous pour sécuriser le terrain. C'est tout à fait ça. Entre la promotion familiale spectaculaire et la chute de figures qu'on croyait intouchables, le message est d'une clarté absolue. Et la direction, elle, semble toute tracée. C'est une excellente synthèse. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir, une question que soulève l'analyse. Cette nouvelle architecture du pouvoir, si centralisée, si verrouillée, elle suscite forcément des frustrations. Inévitablement. La pensée finale qu'on peut laisser, c'est donc la suivante. En voulant tout contrôler pour assurer une transition en douceur, le régime ne risque-t-il pas, en fait, de créer les conditions d'une implosion future? Les ambitions qu'on étouffe aujourd'hui ne risquent-elles pas de ressurgir, peut-être de manière beaucoup plus désordonnée, le jour où l'architecte de ce plan ne sera plus aux commandes?